Bonjour, vous assistez aux rencontres auteurs du Salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Nous sommes confinés et l'édition 2020 a lieu en version digitale. Dans quelques instants, je vais échanger avec Amandine Day autour de son nouveau livre « À main nue », paru aux éditions La Contralée. Autrice et comédienne, Amandine Day publie depuis 2010 aux éditions La Contralée. En 2017, son essai sur la maternité imparfaite et heureuse de l'être, La femme brouillon, est récompensé par le prix hors concours. Si ses sujets de prédilection, l'émancipation, notre rapport à l'autre et à ce qui nous définit, s'approchent de la sociologie, sa manière d'écrire, elle, s'approche de notre quotidien de femme, de nos pensées, questionnements, interrogations, doutes, quêtes, certitudes, etc. À main nue revient sur la notion de désir, sexuel bien sûr, mais aussi désir de solitude, d'égalité, d'épanouissement, de libération des dictats patriarcaux qui amenuisent l'espace et la liberté des femmes. Intime et pudique, universelle et amicale, Amandine Day parle à toutes les femmes. Dans ce combat à main nue qui est la vie, nous avons intérêt à nous serrer les coudes, nous, les femmes. Bonjour Amandine Day. Bonjour Sarah. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à cette thématique féministe et universelle dans votre écriture? Alors, en fait, je pars souvent de... Quand j'écris, en fait, je pars souvent de questionnements qui me sont propres, en fait. En général, très égoïstement, je prends des questions avec lesquelles moi-même je bataille. Et je sais que le temps de l'écriture me permettra... Alors, peut-être pas d'y répondre, ce serait un peu présomptueux, mais en tout cas de prendre le temps de bien déployer la question. Et moi, j'ai vraiment l'impression que voilà, le fait d'écrire, c'est dilater un petit peu le temps. Le temps pour penser nos vies, c'est vraiment ce qui nous manque en général cruellement, sauf peut-être en ce moment en temps de confinement, quoique. Et voilà, donc je pars à partir de questions qui me parlent moi, avec l'intuition quand même que, a priori, je suis peut-être pas la seule à batailler avec la question du désir. Et aussi, je crois que c'est des questions qui affleuraient déjà dans mon ouvrage précédent, La femme brouillon. Et j'avais envie de davantage creuser cette question-là. Et je savais que du coup, j'aurais besoin d'une forme différente. La femme brouillon, on est sur une échelle de temps qui est très courte, très, très intense, très condensée. Et tandis que à main nue, là, c'est une femme adulte qui s'interroge, mais qui tout au long du texte, en fait, revient constamment vers l'enfant, l'adolescente et la jeune femme qu'elle a été. Donc vraiment, la forme est différente parce que je pars du principe qu'on est toujours habité par l'enfant et l'adolescente qu'on a été, en fait. Hein. Et du coup, voilà, je les convoque régulièrement pour continuer à questionner la question du désir. Et ce serait peut-être, parce que je l'ai dit dans ma présentation et la chronique que j'avais faite de votre livre, c'est que vous parlez à toutes les femmes. Ce qui est souvent, parce que dans les combats féministes, il y a souvent un petit peu des segmentations, etc. Si je pousse un petit peu à l'extrême, votre livre sur la maternité parle aussi bien à une femme qui n'est pas mère et qui n'a pas forcément l'intention de l'être. J'imagine qu'il y a des futures mères et des mères. J'ai eu la même, d'ailleurs je vous montre la très jolie couverture, même sensation dans À main nue, c'est que vous parliez à toutes les femmes sans vous soucier de catégoriser les questions de genre, d'origine sociale, d'appartenance sexuelle. Ce sont toutes les femmes. Et vous pensez que c'est cette manière d'aborder la question qui amène à cette universalité? En fait, déjà merci parce que pour moi c'est vraiment c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est de me dire moi j'étais très touchée quand on me disait que la femme brouillon qui parle a priori de maternité en fait s'adresse effectivement non seulement à toutes les femmes, mais aussi aux hommes, parce que c'est un texte qui parle de la façon dont on est fabriqué, qui parle de normes, qui parle de déterminisme et de comment on peut essayer de respirer un petit peu au milieu de tout ça. Et ça, je pense que ça concerne beaucoup d'individus. Et pour À main nue, c'est la même chose en fait. Même si pour À main nue, je ressens encore plus le fait que des hommes
s'emparent de ce texte. Et non seulement parce que je pense que beaucoup d'hommes sont curieux comment dire, de rencontrer, de lire à propos des désirs d'une femme, mais aussi parce qu'évidemment, on a beaucoup de choses qui sont en commun, tout simplement, hommes et femmes, voilà, dans nos combats, dans nos luttes. Dans nos limites aussi, dans nos échecs. Et après, je crois que ça se joue. Pour moi, après, c'est aussi une question de forme, parce que à la fois, comme je l'ai dit au début, je pars de moi, mais c'est pas, mais je ne parle pas de moi. C'est là qu'en fait, il y a quelque chose qui se joue, et c'est vraiment là que c'est dans l'écriture, c'est que à un moment, le texte, c'est le texte qui compte. Et à la fois, je pars au plus près de mes sensations, de mes images, de mes couleurs pour écrire, et en même temps, dans un même temps, je les éloigne de moi, parce qu'évidemment, moi, si j'écris, c'est pour aller à la rencontre des autres, en fait, hein, et que le texte, à un moment, ne m'appartienne plus et aille vers le lecteur ou la lectrice. Et voilà, et c'est là que pour moi, c'est gagné. Et donc, ce n'est plus d'être... c'est pas d'être près de ma vérité, mais c'est d'être près, enfin voilà, que vraiment le texte il soit au milieu de nous, et que à partir de là, on puisse parler, on puisse rire aussi, parce que je crois que ce qui fait que mon texte résonne pour d'autres personnes, c'est aussi parce que j'essaie de pas surplomber, de pas avoir une posture qui serait en plus complètement ridicule, vu que, comme je l'ai dit au début, je me suis moi-même embourbée jusqu'au cou dans ces questions. Et donc, en riant aussi de moi, de mes contradictions, je pense que j'installe une complicité et j'invite à rire. Et donc, voilà, il n'y a pas plus beau pour être ensemble que de rire ensemble. Donc, c'est aussi ce que j'essaie de faire. Oui, c'est vrai que vos textes sont traversés par beaucoup d'humour, ce qui est là aussi assez... Bon, il y a de l'humour dans les textes si on met l'étiquette féministe ou sous un angle sociologique, mais c'est vraiment, il y a cette légèreté dans le sens où vous ne prenez pas au sérieux et où vous amenez la lectrice. Donc, je vais parler au féminin, bien que je trouve très pertinent que vous incluiez les hommes. Là aussi, un féminisme et des changements ne peuvent advenir que si on est tous d'accord pour qu'il y ait ces changements, en fait, et qu'on y travaille ensemble. Mais c'est vrai que cet humour est très agréable parce que, au final, ne pas se prendre au sérieux, c'est peut-être une manière d'avancer aussi. Oui, mais il y a une phrase qui dit la vie est parfois grave, mais elle n'est jamais sérieuse. Et moi, ça me parle beaucoup parce que l'esprit de sérieux, moi, il me fatigue, il m'agace, et je pense que la vie est courte. Et je pense surtout que dans un éclat de rire, on peut vraiment se libérer, en fait. Il y a quelque chose, quand on rit de quelque chose, c'est qu'on est capable de faire un pas de côté et d'opérer une révolution, finalement. Et grâce à ce pas de côté, de se débarrasser de ce qui nous faisait taire. Rire de quelque chose, c'est une façon de reprendre le pouvoir aussi. Et voilà, et du coup, pour moi, il y a une vertu vraiment éthique, en fait, finalement, dans le rire, quoi. C'est pas juste une petite béquille, c'est au-delà de la gaieté, c'est aussi une façon de reprendre des forces. Mmh. Oui, et ça se sent, enfin, ça traverse effectivement vos livres. Et vous parlez beaucoup d'émancipation aussi, là aussi, qui serait un peu si on peut dire, un grand thème de ces axes d'écriture. On a l'impression que plus encore que la condition féminine, ça rejoint ce que vous disiez sur les hommes, l'émancipation est un thème fort. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce constat? Est-ce que c'est malgré vous ou est-ce que c'est de manière totalement tracée? Pour moi, c'est vraiment, enfin, dans mon parcours, c'est très étroitement lié au fait de créer, vraiment. Moi, quand j'étais très loin, j'étais très très loin de l'écriture pendant mon enfance, mon adolescence. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que j'imaginais pas une seconde que ça puisse être un métier. Et finalement, quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai découvert les scènes ouvertes. Donc le principe, c'est intéressant de parler des scènes ouvertes parce qu'en plus, on est quand même au salon de l'édition, de la critique sociale. Et pour moi, voilà, les scènes ouvertes, c'est vraiment un espace d'expression libre qui est très, très, très précieux et qui l'a été, enfin vraiment pour la jeune femme que j'ai été.
le fait d'écrire et de dire mes textes, ça m'a permis vraiment d'ouvrir une brèche, quoi, véritablement d'ouvrir une brèche dans mon existence et de parvenir à dire des choses que je ne pouvais pas dire ailleurs, que je n'avais pas les moyens, les ressources de dire ailleurs. Et donc, ça a été une expérience tellement intense, cette émancipation par l'écriture, que je crois que ça continue de filtrer dans tous mes textes, parce que dans La femme brouillon, dans À main nue, et aussi dans Et puis ça fait bête d'être triste en maillot de bain, constamment, je me fraye un chemin. Et en fait, c'est jamais terminé, évidemment, ces questions-là, parce qu'on évolue, parce que souvent, j'écris à partir d'axes et de thématiques différentes, et puis parce que je parle aussi de nous-mêmes, de notre envie de nous émanciper, mais aussi de surtout pas nous émanciper, de notre envie d'être libre, mais en fait pas tant que ça, de notre envie de nous dégager des normes, mais en même temps notre besoin de sécurité qui est très très fort. Enfin voilà, on est au milieu de tout ce tourbillon-là. Et voilà, et je crois vraiment, enfin, moi c'est ce qui m'intéresse en fait vraiment, et pour moi c'est lié aussi au désir. Parce que je crois qu'en étant à l'écoute de nos propres désirs, ce qui paraît très bête à dire comme ça, mais ce qui en fait est extrêmement difficile à faire, je crois que c'est là qu'on trouve voilà, un chemin d'émancipation. Donc voilà, c'est au cœur à la fois de ma création, le désir, et en même temps, c'est ça que j'ai envie de mettre en jeu. Oui, Surtout, partager en fait. Ouais, surtout avec, enfin voilà, on est en plein confinement, je sais qu'il va y avoir la question un peu du demain. Bon bah là, voilà, il nous faut du désir, il nous faut de la créativité, enfin voilà, il nous faut de l'humour aussi d'ailleurs, je pense. Oui, je pense effectivement Ouais, ça va être nécessaire. c'est ça. D'ailleurs, vous finissez votre livre donc à main nue par une phrase: le meilleur est à venir. C'est à la fois très positif et assez flou. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, en fait, cette phrase, elle intervient effectivement à la fin de mon texte, à main nue, où du coup, j'ai exploré, on l'a compris, j'ai exploré un peu les désirs, la sexualité d'une femme d'une quarantaine d'années, ceux de l'adolescente, de l'enfant qu'elle a été. Et finalement, le texte, il finit sur une interrogation sur ce que sera le sexe quand elle sera vieille, en fait. Parce que ce qu'elle dit, c'est qu'elle n'ose pas trop poser la question aux femmes plus âgées qui l'entourent. Elle a l'impression que c'est une question qui est un peu taboue. Elle a peur de mettre mal à l'aise. Et puis finalement, quand elle ose poser la question à des amis plus âgés qu'elle, elle a parfois le sentiment que, bah, ouais, effectivement, qu'elle va perdre quelque chose et ça lui fait peur. Et à un moment, donc, elle entend une émission où c'est une soignante dans un EHPAD qui prend la parole et qui parle de la sexualité, pour le coup, de très vieilles personnes. Et voilà, et moi, ça m'a beaucoup touchée quand j'ai entendu, c'est une interview que j'ai vraiment entendue, où cette dame disait, mais on aide les personnes à vivre et à mourir debout. Et vraiment, j'ai été très émue d'entendre ça. Et cette dame disait, mais pour les aider à ça, c'est aussi préserver leur désir au maximum. Mais alors, préserver le désir de personnes âgées dans une institution, c'est quand même, enfin voilà, c'est un vrai défi. Et évidemment, cette personne mesurait aussi tout le chemin qui restait à faire. Mais elle a parlé aussi avec beaucoup de tendresse d'une très vieille dame qui achète un vibromasseur parce qu'elle a encore envie d'être en lien avec son désir. Et donc, je m'amuse à dire, ah, mais je le savais bien qu'au fond, le désir, en fait, le gros piège, des fois, je pense, du désir, c'est qu'on a l'impression que ça dépend de notre apparence. C'est comme si, et d'ailleurs, tout le long du livre, là, quand même, la narratrice se bagarre avec ça. Est-ce que désirer, c'est être désirable? Et voilà, où est-ce qu'on désire? Est-ce que plutôt le désir vient pas d'une espèce de force de vie qu'on a? Et si ça vient de nous et de notre appétit de vie, alors dans ces cas-là, effectivement, à partir du moment où on est debout, on désire, et même quand on est une personne très âgée, quand notre peau est plus ferme, et voilà. Et j'avais envie de finir sur ce clin d'œil parce que je crois que mon texte, même s'il parle aussi parfois d'oppression,
parce que c'est aussi un texte qui parle de la condition féminine et puis des entraves à l'émancipation des femmes. C'est aussi un texte où je voulais parler d'une sexualité solaire qui aide à se rassembler, à être soi, à être debout, encore une fois. Donc, je voulais terminer sur quelque chose qui soit fort, en fait, fort et positif, oui. Ouais. Justement parce que vous parlez de sexualité solaire, effectivement, vous avez cette manière, et on sent au fil des âges et de l'évolution, que vous abordez la question de la sexualité sans jamais flirter avec un côté revendicatif ou exhibitionniste. Là aussi, qui est juste naturel, vous en parlez comme d'un sujet parmi d'autres, bien qu'il soit important et qu'il soit lié au désir. Cette manière que vous avez d'aborder chaque sujet est naturelle, en fait. Et c'est ce que vous dites par rapport à justement cette vieille dame et votre propre réflexion sur l'avenir. Après, ça me touche beaucoup quand on me dit c'est fluide, c'est naturel, c'est spontané, parce que comme ça, on voit pas à quel point je me suis arraché les cheveux pour écrire ces textes, et que du coup, qu'il y ait cette fluidité apparente, moi, ça me fait plaisir. Oui, disons que la sexualité fait partie de nous. Je veux dire, dès le plus jeune âge, quiconque a passé un peu de temps avec un bébé sait bien que la sexualité est présente dès à peine on est, en fait. Donc oui, c'est naturel. Mais évidemment, on est aussi des êtres de culture, et nos désirs sont très vite orientés, canalisés, fabriqués. Et nous-mêmes, en fait, on est rempli de contradictions. Donc, c'est pas si simple c'est pas si simple de renouer avec quelque chose de naturel. Il y a une phrase qui dit ça demande beaucoup de travail d'être spontané. Et je pense que c'est vrai, en fait. Je pense, oui, que ça peut s'appliquer. En tout cas, c'est ce que vous montrez, tout en restant très accessible dans un sens, en fait, sans que ce soit du tout péjoratif, évidemment. C'est que je pense que votre texte, une adolescente d'une à peu près 17 ans, entre 15 et 17 ans, quel que soit son milieu, son appétit de lecture, etc., peut l'aborder et avoir des clés pour plus tard, comme n'importe quel homme ou femme de 30 ou 40 ans peut également y piocher des jalons, un écho à sa réflexion, ou même des étapes pour avancer sans qu'il y ait du tout le côté intellectuel lourd. Il y a parfois Donc si même vous êtes arraché les cheveux, effectivement, ça se voit pas. Ça se voit pour les lecteurs. Et d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure du confinement et de la situation un peu inévitable à l'heure actuelle. On est dans une situation d'urgence mondiale, il y a des urgences économiques qui frappent à la porte et tout ce qui va en découler. Est-ce que vous pensez que ça va nécessairement donner une nouvelle tonalité au monde? Et quelle va être, selon vous, un petit peu la place des combats féministes, de l'identité, de l'émancipation dans un monde qui va être encore plus chamboulé que ce qu'on avait déjà encore il y a 3 mois? Bon, moi, j'aurais bien du mal à prédire ce qui va se passer. Par contre, je peux parler de ce dont je désire, pour le coup. Ah oui. Alors, évidemment, moi, j'ai l'espoir que... j'ai le sentiment, en tout cas, que là, ce qu'on est en train de vivre nous fait prendre conscience d'une certaine vulnérabilité. En tout cas, je pense... alors, si je prends mon exemple, moi, j'ai 40 ans, je suis blanche, je vis en France. Du coup, j'ai eu une existence quand même très protégée. Et évidemment, j'avais beau avoir conscience... j'ai beau avoir conscience, je sais pas moi, que pour faire fonctionner mon portable, il y a des gamins qui creusent dans une mine quelque part en Afrique. Finalement, tout ça était très loin. Et puis, c'est des questions qui ont été très peu... Enfin, moi, je pense que ma conscience politique, c'est à partir de 18-20 ans, mais dans mon éducation, j'ai pas eu tant que ça de... Je veux dire, dans les années 80-90, c'est vraiment pour moi le moment d'une espèce de toute puissance comme ça, de consommation. Enfin, moi, je fais partie de la génération qui cherchait des jouets dans les bacs de lessive. Enfin, je ne sais pas si vous avez connu ça aussi, mais quand même, enfin, on vient de loin, quoi. Lucioles, là. C'est ça, les lucioles.
et du coup, il y a une espèce de sentiment comme ça alors oui, le monde est inégal, mais finalement, nous, on est tout puissants. Et là, pour moi, je me dis, ce Covid-19, je me dis, tiens, je pense qu'il a généré de la peur et que donc, voilà, il nous fait prendre conscience de notre vulnérabilité et de la vulnérabilité de l'hypercapitalisme dans lequel on est plongé depuis longtemps. Et donc, j'ai l'espoir que ça va susciter, au-delà de la peur, que ça va susciter de la colère et qu'on va prendre conscience en fait à quel point le capitalisme abîme nos vies. Et pour moi, c'est vraiment intimement en lien avec le féminisme parce que moi, en fait, le féminisme que je défends, pour moi, l'idée du féminisme, c'est pas de dire bon, on change rien, mais par contre, c'est les femmes qui vont prendre les places des hommes et voilà. Moi, j'ai pas envie que ce soit les femmes qui prennent la tête des institutions, qui prennent la tête des États dominants, des lobbies. Enfin, c'est pas ça que j'appelle de mes voeux en fait. C'est qu'il y a un réel changement de système parce que le capitalisme se nourrit des inégalités hommes-femmes, enfin voilà, des inégalités, du racisme, du sexisme. Et donc pour moi, vraiment, le féminisme et l'anticapitalisme, c'est intimement lié. Donc je pense que les changements de demain, et j'espère qu'il y en aura, parce que moi j'ai quand même l'espoir parce que c'est un tout petit avertissement en fait, en vérité, ce Covid-19, c'est rien par rapport aux enjeux qui nous attendent demain, notamment liés au réchauffement climatique. Vraiment, c'est aussi, puisque selon les estimations de certains scientifiques, etc., il y aurait des maladies enfermées dans le permafrost dont on n'a même pas idée. Donc là, un Covid-19, c'est une grippe littéralement comparée à ce qu'il y a dans ces glaces qui risquent de fondre. Hein, puisque de plus en plus d'études disent que dans les 20-30 ans, le permafrost sera nettement entamé. Voilà. Ce qui est un peu effrayant. Ouais, ce qui est carrément effrayant. Et bah oui, ce serait bien que nos vies futures ne ressemblent pas à un scénario de film catastrophe. Et c'est vrai que et là, en plus, c'est un avertissement. Alors oui, évidemment, c'est dramatique. C'est quand même un virus qui ne touche pas les enfants, en tout cas qui ne les rend pas, qui ne les tue pas. Ce qui pour moi est déjà quand même, enfin voilà, ça aurait pu être immensément plus grave. Ouais. Je lisais un philosophe qui disait effectivement c'est grave que des personnes âgées décèdent. Je ne suis pas du tout en train de dire que ce n'est pas grave, mais la vraie tragédie c'est quand des enfants, des jeunes meurent en fait. Et là voilà, il se trouve qu'on est passé entre les gouttes, mais voilà. Donc tout ce que j'espère c'est qu'on entende évidemment cet avertissement. Et après, ça fluctue dans les jours de grand optimisme. Je me dis qu'il y a une prise de conscience, qu'on va bousculer nos systèmes, qu'on va porter d'autres élus, hein, parce que voilà, hein, c'est aussi les gens qu'on élit hein, qui prennent ces décisions et qui décident de notre système économique. Et voilà, il y a des jours un peu plus pessimistes où je me dis que ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire la poignée de personnes qui a la fortune mondiale, va pas forcément, va rien mettre en place pour que ça bouge. Et là, je suis traversée par un grand désespoir. Donc voilà, ça fluctue en fait. Et je pense que c'est un peu comme tout le monde en vérité. Oui, je pense qu'effectivement, c'est assez normal et qu'on en est un petit peu tous dans ce schéma. Et pour justement nourrir l'optimisme, je recommande donc à nos téléspectateurs ou spectateurs auditeurs de lire À main nue d'Amandine Day aux éditions La Contre-Allée. Merci Amandine pour cet entretien. Merci beaucoup.